Et si on avançait que l'avidité humaine, ce trait de caractère qu'on nous apprend tous à réprimer depuis l'enfance, c'est en réalité l'unique raison pour laquelle il y a de la nourriture sur la table tous les soirs. C'est vrai que formulé comme ça va complètement à l'encontre de toute la morale classique. Ouais, carrément. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour notre plongée en profondeur dans les sources, on s'attaque à un texte fondateur. Le texte qui a littéralement pris ce vice pour le transformer en moteur du monde moderne. On va parler de La richesse des nations d'Adam Smith. Tout à fait. Et on s'appuie d'ailleurs beaucoup sur l'introduction analytique de Max Lerner, qui est vraiment brillante, pour remettre les choses dans leur contexte. Exactement. L'objectif ici, c'est pas de lire un manuel d'économie aride. Personne n'a envie de ça. On veut vraiment découvrir les fondations psychologiques et sociétales de notre monde actuel. Comment on est passé du féodalisme à la modernité, en somme? Voilà. Bon, décortiquons tout ça. Pour bien capter comment un modeste professeur écossais a pu lâcher une œuvre aussi explosive, faut regarder l'Europe de l'époque. C'est essentiel, oui. Le contexte que dresse Max Lerner, c'est vraiment la clé. À la fin du XVIIIe siècle, l'Europe a un pied dans deux mondes différents. D'un côté, on a encore les vieux vestiges d'une aristocratie féodale. Donc la richesse qui vient de la naissance et de la terre? C'est ça. Et de l'autre côté, on a une toute nouvelle classe marchande en pleine ascension, des industriels, des entrepreneurs qui commencent à bousculer l'ordre établi. Et Smith n'était pas du tout un universitaire déconnecté dans sa tour d'ivoire. Il voyait très bien ce qui se passait dans la rue. Totalement. Il observait ce bouleversement frontalement. Et son livre, il s'inscrit en opposition directe avec les intérêts de cette vieille aristocratie et de leur monopole figé. Il a donné une sorte de rationalité à l'homo economicus, en fait. Voilà, il a justifié les ambitions de cette nouvelle classe marchande. Du coup, pour expliquer comment cette nouvelle société génère sa richesse, Smith ne reste pas dans la théorie pure. Il descend direct sur le terrain à la base de la fabrication. Et là, j'essaie de visualiser la scène, avec son fameux exemple de la manufacture d'épingles. Ah oui, l'exemple légendaire. Si on prend un homme seul, à l'époque, qui n'a pas de formation spéciale, il doit fabriquer une épingle de A à Z. Donc, étirer le métal, le couper, le tailler en pointe. En travaillant comme un forcené, il peut en faire combien par jour? Selon Smith, un travailleur isolé dans ces conditions peinerait à produire ne serait-ce que 20 épingles par jour. 20 épingles? Pour une journée entière? Ouais, c'est le plafond absolu. Mais la vraie révolution, c'est pas de trouver des ouvriers plus musclés, c'est de réorganiser le travail. Smith visite des manufactures où la fabrication n'est plus faite par un seul homme, mais divisée en 18 opérations distinctes. 18 opérations juste pour une petite épingle? Exactement. Un ouvrier déroule le fil, un autre le coupe, un troisième fait juste la pointe. Rien que pour la tête de l'épingle, il y a 2 ou 3 tâches séparées. Et le résultat de ça? Avec une équipe de seulement 10 hommes qui se répartissent ces tâches, ils arrivent à produire 48 000 épingles par jour. Attends, 48 000, Oui, ça fait 4 800 épingles par personne par jour. c'est ahurissant. On passe de 20 à 4 800. La productivité est juste décuplée. Mais mécaniquement parlant, comment le fait de diviser la tâche peut créer un tel miracle? Ils n'ont pas de super pouvoir d'un coup? Lerner détaille les 3 raisons identifiées par Smith. La première, c'est l'amélioration spectaculaire de la dextérité. Si tu passes tes journées à faire uniquement un seul mouvement simple, ton cerveau et tes muscles développent une vitesse quasi surhumaine. C'est logique. Et la deuxième raison? C'est le gain de temps. Le temps qu'on perdait à changer de tâche ou d'outil. Smith donne l'exemple d'un tisserand à la campagne qui a aussi un petit champ. À chaque fois qu'il passe de son champ à son métier à tisser, il perd du temps. Ouais, il doit marcher, changer de mentalité, il va peut-être flâner un peu en route. La division du travail tue ces temps morts. Et le troisième point, qui est sans doute le plus important pour la révolution industrielle, c'est que cette hyperspécialisation favorise l'invention de machines. Ah oui, l'anecdote du jeune garçon, Humphrey Potter. Elle est incroyable, cette histoire. Vas-y, raconte-la. En gros, c'est un gamin dont le seul boulot, c'est d'ouvrir et de fermer la valve d'une pompe à feu, en rythme avec la machine. C'est un ennui mortel, et lui, tout ce qu'il veut, c'est aller jouer avec ses potes. Ce qui est bien naturel. Et du coup, sa paresse, ou plutôt son envie de jouer, le pousse à attacher des cordelettes entre la valve et le balancier de la machine. Et bim, la machine ouvre et ferme la valve toute seule. Il a automatisé son propre emploi juste parce que sa tâche était assez basique pour qu'il en comprenne la mécanique. L'invention vient donc de cette concentration sur un geste hyper simple. Mais ce qui est fort, c'est que cette dynamique s'étend bien au-delà de l'usine. Smith prend l'exemple du manteau de laine d'un simple ouvrier journalier. Ouais, un truc super basique en apparence.
Il a l'air grossier, oui, mais sa création nécessite le travail conjoint de milliers de personnes. Le berger, le teinturier, le marin qui transporte les produits chimiques pour la teinture, le forgeron qui a fait les ciseaux de tonte. C'est comme une immense brigade de haute gastronomie en fait. Si tu demandes à un seul mec de cultiver le blé, d'élever le bœuf, de l'abattre, de faire la sauce et de dresser l'assiette, le plat sera au mieux moyen. Mais avec un saucier, un rôtisseur, un pâtissier ultra spécialisé, tu as l'excellence. C'est une super analogie. L'économie mondiale fonctionne comme cette brigade. Mais il y a quand même une critique qui émerge dans les sources. Si un gars passe sa vie à se concentrer sur la 17e partie d'une épingle, son esprit ne risque pas de devenir complètement étroit et stupide? C'est un danger réel, et Smith en était parfaitement conscient. Ne plus jamais avoir à résoudre de problèmes complexes a un coût psychologique énorme pour l'ouvrier. C'est pour ça qu'il voyait un rôle pour l'éducation, pour compenser cette mutilation de l'intellect. Mais bon, on a cette spécialisation extrême. Et là, il y a un énorme problème logistique qui se pose. Le gars qui affûte des pointes d'épingle toute la journée, il peut pas manger ses épingles. Non, en effet. Pour survivre, il doit échanger ce qu'il produit contre de la nourriture, des vêtements, de la bière. Et sans un ordinateur central pour tout gérer, comment on fait? C'est là qu'intervient une propension purement humaine, selon Smith, la tendance naturelle à troquer, marchander et échanger. Et c'est vraiment spécifique à notre espèce. Comme le disent les textes, on n'a jamais vu deux chiens échanger délibérément et équitablement un os. C'est clair, le chien va juste gémir ou faire des câlins pour obtenir ce qu'il veut. Voilà, l'animal fait appel à la bienveillance. L'humain, lui, propose des accords basés sur l'avantage mutuel. Ce qui nous amène à la fameuse citation, sûrement la plus connue de tout le livre, « Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que l'on attend son dîner, mais de leur souci de leur propre intérêt. » Exactement. On ne s'adresse pas à leur humanité, mais à leur amour-propre. Ce qui est fascinant ici, c'est le renversement philosophique. L'égoïsme, l'avidité, c'était vu comme le péché ultime par la morale de l'époque. Oui, et Smith transforme ce vice perçu en une véritable vertu sociale. C'est ça la fameuse main invisible, ou main divine, comme c'est parfois mentionné dans les préfaces de l'époque. En cherchant à s'enrichir lui-même, l'individu est poussé par le marché à offrir ce dont les autres ont besoin. Mais attends, question naïve, est-ce que ça veut dire que Smith validait l'idée d'une société impitoyable, purement avide, où on écrase les autres pour le profit? C'est souvent la caricature qu'on en fait aujourd'hui. Mais Max Lerner est catégorique là-dessus. Le texte original montre une profonde sympathie pour les apprentis, les ouvriers et les pauvres. Ah oui, il n'était pas du tout pro-monopole. Loin de là, il combattait les rentiers et les monopoles. Et Lerner souligne un point incroyable. Smith positionne le travail comme l'unique source de valeur, ce qui, ironiquement, préfigure directement les thèses de Karl Marx, des décennies plus tard. C'est fou quand on y pense. Et cette vision égalitaire se retrouve même dans la façon dont il voit les talents innés. Il dit que la différence entre un philosophe et un simple portefaix n'est pas la cause de la division du travail, mais son résultat. Oui, à la base, ils étaient semblables. C'est l'habitude, l'éducation et la spécialisation qui ont creusé le fossé entre eux. Bon, c'est là que ça devient vraiment intéressant au niveau macroéconomique. Si l'échange est si puissant, qu'est-ce qui empêche un petit village isolé de devenir une métropole géante du jour au lendemain? La réponse tient en un concept, la taille du marché. Et cette taille, à l'époque, elle est totalement dictée par la géographie. Parce qu'il faut pouvoir transporter les marchandises. Exactement. Et la comparaison dans le texte est frappante. Imagine un navire avec 6 à 8 hommes d'équipage qui navigue entre Londres et Édimbourg. En 6 semaines, il transporte 200 tonnes de marchandises. D'accord. Et par voie terrestre? Pour faire la même chose par la route, il faudrait 50 grands chariots, 100 hommes et 400 chevaux. 400 chevaux à nourrir. C'est un coût exorbitant. En fait, les fleuves et les voies maritimes, c'était un peu l'Internet haut débit de l'Antiquité. C'est une excellente façon de le voir. Si t'as pas de côte ou de fleuve navigable, t'es littéralement déconnecté du réseau mondial. Ton marché reste minuscule, donc pas de spécialisation possible. Le fermier doit rester son propre forgeron et son propre boucher. C'est ce qui explique historiquement pourquoi les premières grandes civilisations se sont développées près de l'eau. La Méditerranée, la vallée du Nil en Égypte, le Gange au Bengale, les fleuves en Chine. Et à l'inverse, les régions très enclavées comme la Tartarie, la Sibérie, ou même des endroits en Europe comme la Bavière ou l'Autriche, sont restés moins développés pendant beaucoup plus longtemps. Oui, l'isolement géographique limitait physiquement l'expansion de leur marché. Mais même si tu as un grand marché maritime, le troc direct, ça reste une galère sans nom. Imaginons, je suis boucher, j'ai plein de viande et je veux du pain. Je vais voir le boulanger.
Mais si le boulanger n'a pas envie de viande ce jour-là, mon échange tombe à l'eau. C'est le fameux problème de la double coïncidence des besoins. Ton troc échoue. Et ma viande va pourrir. Alors comment on sort de cette impasse? De Diomètre, par exemple, coûtait 9 bœufs et celle de Glaucus, 100 bœufs. Ah ouais, 100 bœufs l'armure. Bonjour la logistique. C'est clair. On a aussi utilisé du sel en Abyssinie, des coquillages en Inde, de la morue séchée à Terre-Neuve et même des clous dans certains villages écossais. Mais bon, on s'est vite rendu compte que les métaux, c'était quand même plus pratique. Le cuivre, le fer, l'argent, l'or. Ça ne pourrit pas et ça se divise à l'infini. Oui, sauf qu'au début, c'était juste des lingots bruts, non estampillés. Et là, nouveau cauchemar pratique. À chaque transaction, il fallait peser le métal très précisément et surtout le tester chimiquement pour voir s'il était pur. Tu vas pas faire de la chimie à chaque fois que tu achètes une baguette de pain. Exactement. Donc, évolution technologique, on a créé des timbres publics pour garantir la pureté du métal. Puis, la pièce de monnaie est arrivée pour certifier en plus le poids exact de la pièce. Et c'est là qu'on arrive au drame. Parce que dès que tu laisses les gouvernements ou les princes frapper la monnaie, Oui, cela soulève une question importante. La monnaie est passée d'un simple outil super pratique à un instrument de manipulation politique massif. bah oui, parce qu'à l'origine, une livre contenait littéralement une livre d'argent, non? Tout à fait. Le nom de la pièce, c'était son poids. Mais les souverains, pour rembourser leurs propres dettes, ont commencé à tricher. Ils diminuaient la quantité de métal précieux dans la pièce, tout en gardant le même nom officiel. C'est du vol légal en fait. Ils payaient leurs créanciers avec de la fausse valeur. Ils les ont ruinés, oui. Mais alors, si les rois dévaluent constamment la monnaie physique, comment on peut mesurer la véritable valeur des choses à travers les siècles? L'argent ne veut plus rien dire. C'est la grande question. Et pour Smith, la seule mesure universelle et précise, c'est le travail. Le fameux prix réel d'une chose, c'est la peine et le mal qu'il faut pour l'acquérir. L'argent, les pièces, ce n'est que le prix nominal. D'accord. Donc la valeur, c'est l'effort humain derrière. Et exactement. Comme disait Hobbes, la richesse, c'est le pouvoir. Le pouvoir d'acheter le travail d'autrui. Il y a d'ailleurs cet exemple fascinant dans les sources avec le blé. Ah oui, les loyers des universités anglaises. Ouais. Une loi d'Élisabeth obligeait à payer un tiers du loyer des terres universitaires en blé et les 2 autres tiers en monnaie. Et avec la découverte des mines d'argent en Amérique, la valeur de l'argent s'est effondrée en Europe à cause de l'inflation. Conséquence, le petit tiers payé en blé a fini par valoir le double des 2 autres tiers réunis parce que le blé gardait sa valeur liée au travail réel. C'est fou. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire pour nous aujourd'hui? C'est que l'illusion monétaire nous aveugle constamment. On se dit « Ouah, cette chose est chère », mais en fait, c'est peut-être juste notre monnaie qui est devenue bon marché par rapport au travail humain. C'est une excellente façon de le résumer. Mais il faut aussi préciser que dans une société avancée, le prix ne rémunère plus uniquement le travail brut. Ah oui, les 3 composants de la valeur. Oui. Dans une société primitive, s'il faut 2 fois plus de temps pour chasser un castor qu'un cerf, un castor vaut 2 cerfs. Le travail fait 100% du prix. Mais dans notre système capitaliste, le prix se divise en 3. Il y a les salaires pour le travail, Ensuite, les profits pour le capital ou le stock avancé par l'entrepreneur. et enfin la rente. La rente, oui. Pour les propriétaires terriens qui, comme le dit si bien le texte, aiment récolter là où ils n'ont jamais semé. C'est tranchant comme formule. Franchement, quel voyage intellectuel on vient de faire. Si on résume un peu, on est parti d'une petite manufacture d'épingles pour capter la puissance de la division du travail. On a vu que c'était nourri par notre égoïsme rationnel, Propulsés par la géographie et les fleuves navigables. facilité par l'invention de la monnaie pour fuir le troc. Et qu'au final, la seule vraie mesure de toute cette richesse, c'est le travail humain. Tout ce système repose sur cette idée fondamentale que l'effort humain est l'étalon universel. Ce qui m'amène à une pensée finale assez vertigineuse pour ceux qui nous écoutent. Si on considère avec Adam Smith que le travail, la peine et le mal est la mesure ultime de toute valeur, qu'est-ce qui va se passer dans un futur très proche avec l'intelligence artificielle et l'automatisation totale? C'est la grande question. Si les machines retirent complètement l'effort humain de l'équation, Exactement. Si l'IA et les robots remplacent le travail qui ancre tout notre système de valeurs depuis des siècles, comment on va mesurer le prix réel des choses? Est-ce que la notion même de richesse aura encore un sens dans un monde où l'effort humain n'est plus la monnaie d'échange universelle? C'est vraiment un truc à méditer.